Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire du jour. Mon invité, c'est Pascal Guillaume, le président de la FEDEN, la Fédération des entreprises des services pour l'énergie et l'environnement. On va parler notamment de la baisse prévue du budget de l'ADEME, notamment le fonds chaleur. Notre débat, il portera sur l'efficacité des négociations internationales COP sur le climat ou la biodiversité, traité mondial contre la pollution plastique. Les derniers rendez-vous sont décevants, on verra pourquoi. Et puis dans notre rubrique Startup, vous découvrirez Petit Cador et leur coussin de voyage fabriqué en France. Voilà pour les titres, c'est parti. L'invité de ce Smart Impact, c'est Pascal Guillaume. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes le président de la FEDEN depuis 4 mois, la Fédération des entreprises de services pour l'énergie et l'environnement. On va commencer par présenter combien d'entreprises en France ? Alors, merci pour votre invitation tout d'abord. Alors, la FEDEN, la Fédération des services énergie et environnement, c'est 1500 entreprises et établissements, c'est 50 000 professionnels présents sur l'ensemble du territoire français, avec deux grands métiers de la transition énergétique. Le métier de l'efficacité énergétique, c'est réduire les consommations d'énergie. Alors, c'est dans des logements collectifs, des copropriétés, du logement social. C'est dans le tertiaire, des tours de bureaux, des écoles, des piscines, des hôpitaux, bien sûr, et puis également sur les sites industriels. Et puis, le deuxième grand métier de la FEDEN, c'est la production de chaleur et de froid renouvelables. En France, la chaleur elle est produite essentiellement à partir d'énergies fossiles. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va remplacer ces énergies fossiles par des énergies vertueuses qui n'impactent pas le réchauffement climatique. Alors ça peut être de la chaleur qu'on va puiser dans le sol, plus ou moins profondément, ça c'est la géothermie. Ça peut être de la chaleur qu'on récupère sur des sites industriels, parce qu'il y a beaucoup de sites qui ont un process qui a besoin de chaleur, qui ne peuvent pas totalement l'épuiser. Nous, on va aller la récupérer plutôt que de la disperser dans l'atmosphère, et puis on va chauffer d'autres sites, des bâtiments. Et puis la dernière des énergies renouvelables que je voudrais mentionner, c'est la plus ancienne, et aussi la première énergie renouvelable en France, c'est la biomasse. Et ce sujet de la décarbonation de la chaleur, c'est vraiment central dans l'atteinte de nos objectifs climatiques. Oui, donc on voit bien que les entreprises représentées par la FEDEN sont vraiment au cœur de cette transition écologique. Est-ce qu'on a déjà des résultats à mettre en avant ces dernières années dans la baisse de notre consommation d'énergie fossile ? Parce qu'on a souvent tendance en France à être toujours dans le négatif et dans le pessimisme, mais on voit que les indicateurs commencent à bouger quand même. Alors il y a un vrai défi, c'est exact, c'est que quand on regarde nos objectifs pour 2030, ce qu'on doit faire, c'est baisser encore nos émissions de 30%. On a 6 ans pour le faire, et c'est l'équivalent de ce qu'on a fait sur les 30 dernières années. Donc effectivement, on peut se dire... on n'y arrivera pas, le défi est intenable. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que la chaleur est un des sujets centraux. Et ce qu'on observe, c'est que une des conséquences de la crise énergétique qui a suivi les événements en Ukraine, c'est une vraie prise de conscience que ces énergies renouvelables, notamment cette chaleur renouvelable qui est produite localement, eh ben, elle avait non seulement la vertu d'être bonne au plan environnemental, mais également, elle ne fluctuait pas comme les énergies fossiles importées. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a vu énormément d'acteurs se mobiliser dans tous les territoires. Je pense à l'efficacité énergétique. On a vu émerger beaucoup de projets d'efficacité et de sobriété énergétique. Pour vous donner un exemple, sur un échantillon de bâtiments exploités et gérés par des membres de la FEDEN, les consommations de chaleur en un an ont baissé de 8%, alors que c'était des bâtiments qui étaient déjà très optimisés. Et puis on a vu également énormément de projets de chaleur renouvelable, donc cette géothermie avec des pompes à chaleur, la biomasse, la chaleur de récupération. On a vu beaucoup de ces projets émerger, avec bien sûr le lien entre tous ces projets, c'est les réseaux de chaleur. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre consommation de gaz d'origine fossile a clairement baissé depuis 2-3 ans ? Il y a eu un signal très net de baisse de ces consommations d'énergie fossile et conséquemment de baisse des émissions. Alors, on sent qu'on atteint aussi un plateau parce que le choc qui a été fait par ces prix qui avaient été multipliés par 3, par 5, par 10, eh bien, il est moins violent. Pour autant, on a réussi à stabiliser et maintenant, il faut aller plus loin. Vous alertez la FEDEN sur la baisse annoncée du budget de l'ADEME, baisse annoncée autour de 30-35%. On ne sait pas encore parce que le budget n'a toujours pas été voté. Pourquoi vous alertez ? Est-ce que vous avez peur que l'ambition environnementale, finalement, elle soit sacrifiée sur l'autel d'économie budgétaire qu'il va bien falloir faire d'une façon ou d'une autre? Alors, on ne nie pas du tout la contrainte budgétaire. Pour être réaliste, on est aujourd'hui dans une situation extrêmement contrainte.
Pour autant, comme je le disais tout à l'heure, on voit énormément de projets émerger. Et c'était bien pour ça que nous, on a alerté, parce qu'on a dit, on a aujourd'hui, plus que jamais, énormément de ces projets de chaleur renouvelable qui sont en train de naître. Et ces projets, il faut vraiment les soutenir. Pour donner un ordre de grandeur, le budget de l'année dernière, c'était 820 millions pour le fonds chaleur. On avait 500 millions qui n'ont pu être débloqués parce que le budget n'était plus là pour soutenir des projets qui étaient identifiés et qui étaient déjà soumis à l'ADEME. Et le pipeline de projets pour 2025, ça représentait 1 milliard d'aides. Donc on voit bien que si on additionne tout ça, 1,5 milliard, le compte n'y était pas. D'autant plus que ce budget, il devait baisser de 30%, donc redescendre à 500. Mais ça veut dire que ces projets, ils ne peuvent plus voir le jour, ou alors ils vont essayer de trouver d'autres compléments de financement ? Alors, premier élément, déjà, comme vous l'avez sans doute vu récemment, le précédent gouvernement avait révisé sa copie et s'était dit, effectivement, ces projets de chaleur, ils ont une vraie pertinence, parce que, d'une part, ils décarbonent énormément, parce que ils ont une grande efficacité des fonds publics. Je rappelle que 1 euro du fonds chaleur, plus exactement 1 tonne de CO2 évitée, coûte entre 36 et 38 euros au fonds chaleur, alors que d'autres axes de décarbonation coûtent beaucoup plus cher. Et puis enfin et surtout, 1 euro investi dans le fonds chaleur, c'est 4 euros d'investissement dans les territoires. Donc pour toutes ces raisons, le budget a été maintenu. Maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'effectivement, déjà on s'assure que ce budget qui a été validé par le précédent gouvernement, eh bien il est maintenu. Et puis, bien sûr, qu'on en fasse le meilleur usage possible. Est-ce qu'il y a le même débat autour de MaPrimeRénov', par exemple ? Alors, il y a également un débat. La différence entre MaPrimeRénov' et le fonds chaleur, c'est que aujourd'hui, comme je l'expliquais il y a un instant, on a déjà plus que le nécessaire pour consommer ce fonds chaleur. Alors, sur MaPrimeRénov', nous... Elle n'était pas bien née, cette prime, elle a été compliquée, un côté... elle n'a pas bien décollé, quoi. On peut dire ça comme ça. Si on regarde les copropriétés, qui sont un des grands sujets dont nous nous occupons, c'est vrai qu'il y a encore de la capacité à faire plus décoller l'utilisation de cet outil qui est très pertinent. Donc nous, on recommande un certain nombre de mesures, dont le fait de cibler, parce que quand on est en situation de budget contraint, il faut cibler vos interventions. Donc ciblons sur les bâtiments qui ont la plus mauvaise performance énergétique, et là, faisons un réel effort. Et puis, sur les bâtiments qui, eux, sont dans une meilleure situation, eh bien, il faut s'axer non plus tant sur les économies d'énergie que sur la décarbonation. Et là, on revient à l'autre métier de la FEDEN. Effectivement. Alors, il y a un autre enjeu pour les entreprises, services de l'énergie et de l'environnement, mais peut-être aussi pour beaucoup d'autres secteurs, c'est le recrutement. Les métiers en tension. Vous êtes en recherche, les entreprises que vous représentez, elles sont en recherche de salariés sur des métiers spécifiques ? Je vous le confirme, nous avons... Alors, c'est des métiers qui sont des métiers de la technique, donc traditionnellement, ils ne sont pas assimilés à la transition énergétique. Or, nos métiers sont vraiment au cœur de cette transition. Et pour donner un exemple, on a fait une enquête de branche. Sur 2023, on a recruté plus de 5500 professionnels. Et on n'arrive pas aujourd'hui à avoir le bon rythme. Et ce rythme, il va s'accélérer parce que les projets aussi s'accélèrent. Donc, pour nous, c'est très très important de faire mieux connaître nos métiers parce que lorsqu'on les connaît, eh bien, non seulement ils attirent, mais aussi ils retiennent. Vous êtes en concurrence avec qui ? Alors, d'une façon générale, tous les métiers techniques, y compris ceux du bâtiment, mais notre sujet, il n'est pas tant d'être en concurrence. Notre sujet, c'est d'amener plus de gens dans les métiers techniques. Je vais vous donner un exemple. Non seulement nous recrutons des jeunes, donc il faut les attirer, les jeunes qui cherchent une carrière porteuse de sens, et nos métiers sont porteurs de sens, mais aussi des gens en reconversion. J'ai 2 beaux exemples que j'aime beaucoup. Une personne qui avait une formation de bac comptabilité finance, qui maintenant est technicienne en maintenance, et une personne qui avait fait un master d'histoire de la philosophie et qui maintenant fait un master de transition énergétique. Donc vous voyez qu'on est à la fois sur les jeunes et
sur les personnes qui cherchent une Mais reconversion. est-ce que vous-même, vous activez des plans de formation pour accélérer ce que vous venez de nous décrire? Alors, effectivement, nous avons un centre de formation qui est un centre de formation par apprentissage, parce qu'on croit beaucoup à la formation aussi opérationnelle. Et chaque année, il y a 150 personnes qui suivent ce cursus. Et puis, on travaille bien sûr avec des acteurs comme France Travail. On travaille beaucoup avec les écoles, parce qu'on se rend compte que quand vous rencontrez des jeunes et que vous leur expliquez, vous faites le lien entre ces métiers de la technique et ces métiers de la transition énergétique, immédiatement, vous éveillez leur attention, et d'ailleurs, l'attention de leurs parents. Ouais. Merci beaucoup Pascal Guillaume, et à bientôt sur Bismart for Change. On passe à notre débat, la pollution plastique, l'efficacité des négociations internationales en question. À quoi servent les COP, les grandes négociations internationales? Voilà le thème de notre débat. On va beaucoup parler de pollution plastique avec Maxime Dupont. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur RSE Sustainability chez Bartol, et avec nous en duplex Henri Bourgeois-Costa. Bonjour, bienvenue. Vous êtes expert en économie circulaire et pollution plastique chez Tara Océan. Sur les plastiques, peut-être on peut démarrer par le constat, Maxime Dupont, qui n'est pas vraiment réjouissant. Hein. La production mondiale, elle continue de progresser, voire d'exploser. Oui, tout à fait. Donc bonjour, merci pour l'invitation. En effet, on a aujourd'hui à peu près 400, voire plus, 400 millions de tonnes de plastique qui sont produits tous les ans dans le monde. Ça a doublé en 20 ans. Et même des prévisions, pardon, merci, dans certaines études parlent de triple fois 3 dans les quelques années à venir. Oui, donc on est sur une tendance haussière. Comment ça s'explique? Les plastiques sont partout. Si ça a aussi bien marché dans l'histoire, c'est que, évidemment, ils sont pratiques, résistants. Enfin, moi, je ne vais pas faire toute la gamme, mais donc on a beaucoup de mal à s'en passer, en fait. Hein. Oui, c'est ça. Et puis, c'est de plus en plus présent autour de nous. On le voit quand on se déplace n'importe où. Il y a du plastique partout. Ouais. Beaucoup de produits qui étaient avant dans des alliages et autres ont aujourd'hui été remplacés par du plastique. Et notamment parce que c'est une manne financière énorme pour les producteurs de plastique. Ouais. Et qu'il y a un vrai enjeu derrière de fin de cycle de vie du plastique sur le recyclage et la génération de déchets. Ouais. On pourra y revenir quand on parlera de Busan tout à l'heure, mais voilà, c'est un vrai outil industriel, une manne financière pour les producteurs, et donc c'est très difficile de s'en passer. Effectivement, vous parliez des déchets. En ce chiffre, en 20 ans, la pollution annuelle de déchets plastiques, elle est passée, et ça rejoint les chiffres que vous donniez, hein, de 180 millions de tonnes à plus de 350 millions de tonnes. Henri Bourgeois-Costa, si on parle recyclage et effectivement cycle de vie du plastique, il est bien, mal, très mal recyclé le plastique? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, les chiffres officiels de l'OCDE, c'est au jour d'aujourd'hui 9% des plastiques mondiaux qui sont recyclés. Dans le meilleur des cas, on devrait atteindre 12% d'ici une dizaine d'années. Donc, il y a des perspectives d'évolution qui sont assez faibles. Et en même temps, poser la question simplement en matière de recyclage, c'est se tromper de question qui est posée par les plastiques. En fait, la pollution plastique n'est pas qu'une pollution de déchets, et c'est ça qui est très important de comprendre. On a tous et tous cette vision des déchets en mer qui nous préoccupe, mais les plastiques, ils sont problématiques dès leur production, puisque déjà, ce sont des il faut du pétrole, il faut des énergies fossiles pour les produire, quoi. Il faut du pétrole, c'est un gros contributeur aux gaz à effet de serre, 4% des émissions globales de gaz à effet de serre, et on devrait atteindre les 13-14% d'ici 10 ans seulement. Donc c'est vraiment quelque chose de très significatif comme enjeu, et c'est également un énorme enjeu de toxicité, puisque 16 000 molécules chimiques sont utilisées ou issues de la dégradation des plastiques, et parmi elles, on a une connaissance qui est assez parcellaire, mais on en identifie au moins 2/3 qui seraient problématiques pour la santé humaine ou pour la santé environnementale. Donc c'est un problème qui est bien plus complexe et bien plus complet et bien plus systémique que la seule question des déchets présents dans la nature. Et ça amène évidemment à des solutions qui sont elles-mêmes plus systémiques et plus complètes. On va en parler, et justement, malheureusement, malgré ce constat, les négociations du traité mondial contre la pollution plastique qui se tenait en Corée du Sud à Busan se sont soldées par un échec. Comment vous l'analysez, Maxime Dupont ? On vient un petit peu à ce qu'on disait tous les deux, finalement, sur le poids des producteurs de pétrole qui, en fait, à Busan, il y avait 175 pays, enfin 178 pays exactement qui étaient présents. Et en fait, on a 3 typologies de pays. On a les pays qui sont les producteurs de pétrole et donc les producteurs de plastique. On a aussi dans ça des
pays plutôt industriels qui utilisent énormément de plastique dans leur processus industriel, dans leur économie, et donc n'ont pas non plus intérêt à ce qu'on remplace trop facilement et trop vite le plastique. Après, on a un énorme ventre mou de pays qui ne sont ni concernés par la production, ni concernés par les déchets qui sont au milieu et attendent un petit peu gentiment que ça se passe. Et par contre, on a énormément de pays qui sont victimes et qui récupèrent tous ces déchets plastiques. On pourra en parler, mais il y a une sorte de colonialisme du déchet plastique, finalement, de ces pays industrialisés, occidentaux, pétroliers, qui envoient aujourd'hui leurs déchets en Asie du Sud-Est, en Afrique, en Amérique latine, et qui, quand on parlait des impacts sur la santé, sur l'environnement, déferlent comme ça sur les plages. Et avec certains de ces pays commencent à vouloir dire stop, et qui ont dit stop d'ailleurs. Oui. Vous étiez, je crois, Henri Bourgeois-Costa, à Busan. Sur quoi les négociations ont achoppé ? Alors, la difficulté, c'est une difficulté de principe. On a une dizaine de pays que vous avez très bien décrit à l'instant, qui sont vent debout contre l'idée du traité, même s'ils ne le disent pas comme ça. L'idée, c'est de faire capoter les négociations, quelle qu'en soit la nature, quelle qu'en soit la portée, et de réduire tous ces efforts collectifs à néant. On a d'un côté ces 10 pays, on a de l'autre côté aujourd'hui une centaine de pays qui sont engagés pour un traité ambitieux, et puis comme vous le disiez, un certain nombre d'indécis qui sont un peu dans une situation attentiste. Mais globalement, on voit bien que ça progresse. Le camp des États qui ont pris conscience de la problématique progresse. Et cet échec, c'est le fruit de plusieurs choses. C'est d'une part du timing, qui est un timing extrêmement resserré. Il faut quand même le souligner, insister là-dessus, puisque le début des négociations, c'est mars 2020. Aucun traité environnemental dans l'histoire de l'humanité n'a jamais été négocié dans un laps de temps aussi court, 2 ans, par rapport aux 10-30 ans qu'on connaît sur les autres traités. C'est évidemment très bref. Et puis, évidemment, cet enjeu très structurant pour certaines économies du pétrole auxquelles certains États ne sont pas prêts à renoncer. Mais Henri Bourgeois-Costa, je reste avec vous parce que y a la question qui va au-delà du traité mondial de Busan sur les COP, l'efficacité des COP, climat ou biodiversité. Il y a 2 façons de le voir. Soit on se dit elles servent à rien. Pourquoi on va dans des pays, alors ça c'est pour les COP climat qui sont parmi les plus gros pollueurs. Et puis il y a une autre façon de le voir qui tient aussi d'ailleurs pour Busan, qui est de se dire qu'à chaque fois on rallie un peu plus de pays à la cause. Donc vous êtes dans quel état d'esprit vous, Henri Bourgeois-Costa ? Alors la réalité, c'est un juste milieu entre les deux. Évidemment, on ne peut que être déçu de la non-atteinte des objectifs qui étaient fixés. C'est évidemment normal parce qu'il y a une urgence écologique, une urgence sanitaire et une urgence économique, puisqu'il faut quand même souligner que nos économies aujourd'hui, elles sont très dépendantes de quelque chose qui n'est pas pérenne, donc elles sont fragilisées par là même. En même temps, il faut souligner que cette prise de conscience, elle est finalement rapide parce que le temps de la science, il est assez long et il faut le temps derrière que les sociétés, que les décideurs s'approprient cette nouvelle connaissance. On n'aurait pas parié un seul euro il y a 10 ans sur une vision aussi large de la problématique des plastiques. On n'aurait pas parié un seul euro il y a seulement 2 ans sur une prise de parole d'un ministre français de l'Environnement disant que la seule solution crédible était une réduction de la production mondiale. Et on n'aurait pas parié il y a seulement quelques semaines qu'on aurait plus de 100 pays engagés pour cet enjeu de réduction. Donc on voit bien qu'il y a cette progression et en même temps, il y a une urgence et on tient mal les délais. Donc voyons quand même, allez, le verre à moitié plein. Maxime Dupont, pourquoi c'est important ces COP ou ces négociations internationales aussi pour les entreprises ? Ça leur envoie un signal d'une certaine façon ? Oui, comme on le disait à l'instant, ça fait quand même bouger un petit peu les lignes. Oui. Donc forcément, là, c'est cette centaine de pays qui va travailler sur une stratégie trajectoire de réduction, qui va engager aussi ces entreprises sur ces territoires donnés, vont faire bouger les choses. On le voit, nous, en Europe notamment, on n'est pas les moins disants du monde. On a quand même des parlementaires européens qui ont voté récemment des textes justement pour interdire l'exportation de plastique hors pays de l'OCDE. On a des textes comme la CSRD pour tout ce qui est reporting extra-financier qui ont des ESRS, donc des normes dans ces textes-là qui parlent justement de la pollution marine, de la pollution terrestre et donc à travers ça le plastique, l'économie circulaire, etc.
On a le devoir de vigilance, quand je parlais de colonialisme des déchets, le devoir de vigilance sur la maîtrise de sa chaîne de valeur en amont. Donc tous ces éléments, ce paquet légal, réglementaire, oblige les entreprises à s'engager. Ouais. Sauf que là, on parle de l'Europe. Derrière, les États-Unis sont les États-Unis. On l'a vu avec les élections récentes et le renouvellement du mandat de Trump. Ça devient un vrai sujet. Il y a certains grands patrons américains qui ont quand même demandé à Trump, au lendemain de son élection, de ne pas forcément revenir trop en arrière, parce que derrière, ils avaient investi massivement pour plein de choses, et que finalement, ce n'était pas très rationnel pour eux de revenir en arrière. On parle beaucoup de l'Asie du Sud-Est et notamment de la Chine. La Chine investit massivement et a aussi interdit l'importation chez elle, sur son territoire, des déchets plastiques. Sauf que ça repousse sans cesse le problème parce que, comme on le disait très justement derrière, le vrai sujet, c'est la réduction de la production. Parce que même le recyclage, on était à 9%, peut-être 12% dans quelques années. Mais en fait, la croissance de la production est telle que même l'évolution des capacités de recyclage ne permettrait pas d'absorber le plus de plastique. Donc en fait, le vrai sujet, il est sur l'amont et sur la production. Ouais. Et on va terminer là-dessus, Henri Bourgeois-Costa, pour réduire la production de plastique, ça passe forcément par des mesures contraignantes. Alors, est-ce qu'il faut forcément un grand accord international ou est-ce que, on va se contenter de ce qu'on a, quoi. Il faut être un peu moins ambitieux? Alors, on est dans un marché qui est très mondialisé, donc on a besoin d'un cadre international, c'est vraiment essentiel. On voit bien tous les efforts qui sont faits au niveau européen, ce sont des efforts qui sont assez coûteux en énergie et qui sont difficiles à gérer pour les entreprises qui sont sur des marchés internationaux et pas seulement sur le marché européen. Donc on a vraiment besoin de ça et on a besoin d'avoir une vision qui soit globale et systémique de ça. Alors, évidemment, ça a l'air d'être quelque chose de gigantesque, surtout qu'on ne parle pas d'une réduction de quelques petits pourcents, on parle vraiment d'une réduction très massive pour ne serait-ce que respecter les engagements des accords de Paris. L'université de Berkeley a chiffré cette réduction à 75% de réduction mondiale. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très important. Mais néanmoins, il faut aussi avoir en tête qu'en seulement 15-20 ans, la production mondiale, elle a doublé. Et il y a 15-20 ans, on ne vivait pas à l'âge de pierre, on n'était pas dans des grottes et on ne se nourrissait pas de gibier qu'on allait chasser. Donc ce retour à quelque chose de plus raisonnable n'est pas forcément une dégradation de nos qualités de vie, une dégradation de nos services. Et j'en veux, et je pense que c'est important de conclure là-dessus, sur le fait que deux instances internationales très importantes que sont l'OMS, qui parle de la santé humaine, et la Commission des droits de l'homme, ont pour la dernière souligné que la production des plastiques dans sa situation actuelle menaçait et attentait aux droits fondamentaux humains, notamment au droit à vivre en bonne santé et à pouvoir avoir une alimentation de qualité, et que l'OMS a souligné que, y compris des secteurs qu'on imagine ne pas pouvoir se passer de plastique et qu'on cite souvent comme étant très très dépendants à ça, qui sont les secteurs de la santé, pouvaient faire d'énormes efforts de réduction, y compris jusqu'à ces chiffres de 75%. Merci beaucoup. Il y a tout un champ aujourd'hui. Je dois vous interrompre. Merci beaucoup Henri Bourgeois-Costa et à bientôt. Merci à vous aussi. Merci. Et à bientôt sur Bismart. For Change, on passe à notre rubrique Startup. Smart Ideas avec Laurent Padiou, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur des Petits Cadors, créé en 2019 avec Muriel Goudol, votre compagne. Donc c'est donc une histoire de famille. Le point de départ, c'est quoi? Le point de départ, c'est une expérience de départ en vacances. Oui. On est parti en Bretagne, Finistère, on avait 8h30 de route. On s'est arrêté dans la première station-service pour acheter un coussin en forme de U, tout le monde connaît. Et personne n'a dormi avec. Sur le chemin du retour, on s'est dit, on va essayer de se fabriquer un coussin pour nous. Ouais. On a réfléchi dans la voiture, on a inventé un peu notre coussin de voiture idéal. Et on s'est rendu compte très vite qu'autour de nous, plein de gens avaient le même problème et étaient à la recherche d'un coussin comme ça. Et donc ce coussin n'existait pas. Donc il y a eu quoi? La création du modèle? Vous l'avez breveté même, le premier modèle? Oui, en fait, il se trouve que justement, on a pu le breveter parce qu'il y a eu vraiment une partie invention, c'est-à-dire que ce coussin de voiture, c'est un petit oreiller avec une sangle et un mousqueton, et on vient le crocheter derrière l'appui-tête. Ouais. Voilà, du coup, une fois qu'il est crocheté, il est fixé. Et on peut s'appuyer et lui, il ne va pas tomber, il ne va pas bouger. Ce qui est toujours le problème de quand on met un pull en boule ou quelque chose qui peut tomber au fur et à mesure de la route. Donc voilà. Un brevet et ensuite la création de l'entreprise. Alors quand on crée une entreprise en 2019,
vous vous dites quoi? On va le fabriquer en France? On va essayer de le faire le plus éco-conçu possible? Comment vous avez imaginé cette entreprise? Exactement. En fait, c'est l'avantage qu'on a d'être une entreprise récente. On a pu dès le départ faire des choix qui nous semblaient importants d'un point de vue de l'empreinte environnementale. Ouais. En fait, la première chose, c'est qu'on s'est dit qu'on allait fabriquer en France pour pouvoir être au plus près du lieu de consommation. Donc l'idée, c'est de ne pas envoyer le produit trop loin une fois qu'il est fabriqué. Après, la deuxième chose importante dans la fabrication française, c'est que ça évite de fragmenter le processus de fabrication qui est très courant dans la filière textile, malheureusement. Et souvent, en fait, les étapes passent d'atelier en atelier. Il y a beaucoup de déperditions et ça alourdit énormément l'empreinte carbone. Donc ça nous a permis, en fait, on a créé notre propre atelier. En 2021, on a investi un grand bâtiment de 300 mètres carrés, qui est un bâtiment éco-conçu, qui est recouvert de panneaux photovoltaïques, qui est chauffé au bois. Et donc, dans ce bâtiment-là, on crée le produit vraiment du début. On part d'un rouleau de tissu et on arrive au produit fini, sans bouger, et donc tout au même endroit. Et donc, sur le choix des matériaux, justement, on parlait d'éco-conception. Quel choix vous avez fait? Oui, alors là, sur les matériaux, c'est effectivement une part très importante sur nos produits. Juste, je vous fais une précision. On a inventé, ça a été le premier, le coussin de voiture. Après, on a développé toute une gamme de coussins en fait, qui sont pour le confort de la tête en général, donc dans les moyens de transport, à la maison ou en extérieur. Alors, prenez soin de notre sommeil. Voilà. et des moments de détente, en fait. Les matériaux, ce qui est très important, c'est le garnissage. Tout le garnissage de nos coussins. Alors, en fait, on est allé chercher un matériau qui est normalement utilisé par les professionnels de la literie, des gens qui garnissent des oreillers. Donc on est vraiment sur du confort d'oreiller. Et en fait, on a trouvé un fabricant de ce matériau qui, lui, le fabrique à partir de plastique recyclé qui est collecté dans les cours d'eau. Donc là, on a un matériau qui est super parce qu'en fait, il y a 3 impacts. Le premier impact, c'est la réduction vraiment drastique de l'empreinte carbone parce que c'est du recyclage. Le deuxième impact, c'est en fait l'extraction du plastique des rivières. Donc la dépollution. Et puis le troisième impact, qui est du coup indirect, c'est la protection des océans. Parce que quand on collecte le plastique dans les rivières, il n'arrive pas à l'océan. Il faut savoir qu'il y a 80% du plastique qui arrive dans la mer, qui passe par les rivières et les fleuves. Donc si on captait tout ce plastique-là, effectivement, déjà, on résoudrait pas mal de problématiques de pollution des océans. Merci beaucoup, Laurent Padiou, et bon vent donc à cette marque, les petits castors. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Cador. J'ai dit castor, c'est drôle, parce que ça devait être une de mes anciennes lectures. Les petits cadors, évidemment, merci. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. À très vite sur la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.